On le surnomme le père des humoristes. On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 40 années de monologues et ces millions d'éclats de rire? Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. C'est grave! Et si c'était nous, ces rires? Si c'était nos craintes, nos peurs, nos questionnements? Notre histoire qui résonnait derrière chacune de ces blagues, encore aujourd'hui. Et si, à travers son œuvre, on pouvait comprendre un peu plus qui on a été et qui on est devenu. Et tu fais très beau bébé, il y a des gens qui donnent cher pour avoir le bébé de même. J'ai dit oui. Je lui montre le nom quand j'adresse, on s'y ramasse. J'ai comme l'impression que c'est lui qui a inventé ça au Québec. T'sais. Il a défriché ça au canif. Il nous a fait une belle trail. Un vrai homme, ça c'est un homme que tu peux lui demander n'importe quoi. Il va toujours être assez humble pour dire non. Yvon Deschamps, pour moi, c'est une époque. C'est vraiment des souvenirs précieux. Tellement débrouillard, on vous dit qu'il est manqué débrouillard, sa chambre est grande comme ma main. Il n'a pas réussi à trouver le garde-robe encore. Si tu demandes à du monde qui ont un peu la parole facile, ils vont se mettre à raconter toutes sortes d'histoires sur eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous découverts dans des monologues d'Yvon. C'était notre miroir. Ah ben je lui dis, hey, j'ai pris un coup de vieux. Ah, tu t'aurais dû t'en douter avec ce qui est arrivé la nuit passée. Personnellement, pour moi, Yvon Deschamps, c'est l'antagoniste du cynisme ambiant. Et il s'est servi de son humour comme d'un instrument de changement. Nos vieux veulent plus mourir. Puis ils se plaignent toute la journée qu'ils n'aiment pas 5 ans. Bon, qu'ils se fassent une idée. Bon. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand humaniste. Un humaniste cassant, un peu provocateur, mais un humaniste quand même. Ça fait des petits changements. Il y a des affaires dans la vingtaine, tu fais 2-3 fois par jour. Dans la soixantaine, tu y penses 2-3 jours avant de les faire. Mais pour moi, les monologues d'Yvon Deschamps, c'est un peu comme de la musique. C'est-à-dire, je sais pas, Pink Floyd, ça restera bon tout le temps, là. Je suis parti comme un homme. Vous auriez dû me voir aller. Je suis parti pour l'école, je marchais de même. J'avais bien des livres aussi, tu sais. Parce que moi, je pouvais pour être un homme. Ben, dis-tu seras jamais un homme en buvant, tu vas être un homme en arrêtant. Au fil des ans et des monologues, il se dégage dans l'œuvre de Deschamps le portrait d'un homme, l'homme québécois, à toutes les grandes étapes de sa vie. Quand tes cheveux blancs, ça parle, d'un coup quelqu'un dit, te rappelles-tu du téléphone, tu dis non, on rappelle pas. Hey, t'as un toi? C'est en exposant leur part d'ombre, leurs insécurités et leur vulnérabilité que Yvon a contribué à redéfinir c'est quoi un vrai homme. Ce portrait de l'homme québécois, il commence par le portrait d'une enfance. Une enfance passée à Montréal, à l'ombre des shops et de Westmount. À une époque où il est davantage question de survie que de belle vie. Mais pour les jeunes, la pauvreté ambiante est toute relative. Et c'est l'innocence qui les protège souvent de la misère. On est assez bien dans ce cours-là, là. C'est que... On est à peine sortis. On est à 62. 62 enfants dans le même cours. Ben, il n'y avait pas que notre famille, hein? Ah non, il y avait 16 logements, ça faisait 16 familles, mais la plupart n'avaient pas d'enfants, tu sais. C'est pour ça qu'on était avec 62. Sans ça, on aurait été une gang. C'est le baby boom, là. Il y a beaucoup d'enfants, ça grouille. Alors, tout le monde est dehors. Les gens sont pas à l'intérieur. C'est pas le château à l'intérieur, là. C'est pas nécessairement c'est pas de place, il y a une proximité. Donc, on va dehors parce qu'il y a un espace. Les cours, c'était très important. C'était là où on se ramassait pour jouer. C'était la ruelle. Et la reine absolue de ce milieu, c'était la maman. Il y avait un cas d'affaires qui nous énervait dans la cour, c'est que tous les logements, ils se trouvaient à chacun une porte qui était là dans la cour, la porte en arrière. Ça faisait 16 portes sur tout le tour de la cour. Puis nous autres, les petits gars, on savait qu'en arrière des 16 portes, il y avait 16 murs qui étaient cachés là. Au cas où on a eu du fun, tu sais. C'est peur en crème, ça. Non, mais ça paraît pas, mais 16 murs, ça fait 32 bras, ça. On n'a jamais été trop proche d'une porte parce qu'on savait jamais laquelle qui était pour s'ouvrir, puis pas clair. Celui qui était le plus proche mangeait une de ses mornifs, hein. Elle disait, le petit gars, maman, il est choqué, là, hein? Le petit gars, maman, il pense que maman était bien sévère avec lui, là, hein? Il pense que maman le tapé, pau. C'est rien, ça! Attends, ton père rentre! Il va te tuer!
que ça raconte, c'est l'absence des pères dans la vie de ces enfants-là. Alors qu'auparavant, les familles vivaient sur des terres, disons, en milieu rural, où les familles vivaient ensemble quand même à peu près à temps plein. Avec l'industrialisation, ce qui s'est produit, c'est que les rôles entre les pères et les mères se sont nettement dissociés, c'est-à-dire que désormais, l'homme, son rôle, c'était le rôle de pourvoyeur. Et donc, la séparation entre les deux a fait en sorte qu'on s'est retrouvés dans les années 50, peut-être 40, 50, avec un homme qu'on pourrait qualifié qui avait un rôle, en tout cas au niveau de la famille, qui avait un rôle vraiment comme plus instrumental, c'est-à-dire ramasser des sous pour les amener à la maison. Bon, moi, après l'école, je travaillais à la grosserie. Mon frère, après l'école, travaillait à la pharmacie. Mon père, à l'école, travaillait toute la journée. Avec ma mère, travaillait pas. C'est pas de sa faute, elle avait trop d'ouvrages. Yvon Deschamps, avec d'autres humoristes dans les années 70, c'est vraiment des témoins de leur histoire, des monologues qui représentent vraiment bien son époque. Donc, pour un historien, c'est de la culture, là, c'est merveilleux, là, parce que c'est vraiment des témoignages. Mais comment tracer, même grossièrement, le portrait d'un jeune homme né au Québec dans les années 30, sans parler de la religion? Dieu est miséricordieux et pardonne à tous les repenteux. Cet homme a eu le temps de se repentir, car pour se suicider, il a sauté en bas d'un pont, et avant de toucher l'eau, il a eu le temps de dire « Mon Dieu, j'aurais pas dû, glou, glou, glou. » En revenant pas, il y a un tueur de mère, un violeur d'enfants dans le ciel. Et nous autres, on risque à l'enfer tous les 20 minutes. Non, c'est vrai, il y en a qui disent que la chair est ferme. On vous dit quelque chose, pour un petit gars de 14 ans, la chair n'est pas ferme. Pour un petit gars de 14 ans, la chair est dure. Ah, putain. On n'avait pas le droit de rien faire pour la ramollir. J'avais un jésuite au collège, un homme formidable, qui m'enseignait en syntaxe, mais quand il parlait du sein de la Vierge, il rougissait jusqu'aux oreilles. Tu sais, c'était une morale, donc il fallait que tu suives, sinon t'allais en enfer. Si t'avais pas eu ton extrême onction avant de mourir, c'était mieux d'avoir vécu une vie sainte. Moi, je priais, prévenez-nous de la mort subite. Parce que la mort subite, si tu t'étais masturbé dans l'après-midi ou dans la soirée, ou 5 semaines, ou 6 mois avant, puis que tu n'avais pas fait la confesse, tu n'étais pas allé à la confesse, tu n'avais pas communié, depuis 6 mois, tu vivais dans le péché mortel. Si tu mourais pendant la nuit, eh bien, tu allais direct en enfer. Tu passais pas par les limbes. Et le paradis, pour l'éternité. Ben, l'humoriste, je pense que c'est un observateur du quotidien, de ce qui se passe autour de toi. Fait que je pense que c'est Yvon, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien dépeint dans le milieu dans lequel il a grandi, dans la société dans laquelle tu vis. Fait que tu dépeins un peu ce qui t'entoure. Puis aujourd'hui, je pense qu'on cherche à faire ça aussi. Si le monde s'est autant reconnu dans ce portrait de l'enfance, c'est peut-être justement parce que ce petit gars-là, que Yvon décrit si bien, c'est un peu lui. Ce sont ses peurs, ses craintes, ses joies qu'il nous raconte. Quand j'étais petit, je rêvais souvent à ce que j'allais faire devenu grand. Des fois, je m'imaginais quelque part au sommet, célèbre à tout jamais. C'est ce que je m'imaginais. Des choix, j'en avais, des dizaines de projets. Je rêvais quelquefois au jour où je serais roi. Tout serait merveilleux, je serais le plus généreux. Tous les espoirs nous sont permis quand on est tout petit. 7 ans et demi, la première fois que j'ai essayé de faire un homme de moi, c'est ma mère qui m'avait fait penser à ça. Parce que elle venait de me donner une volée, tu sais. Puis je broyais naturellement. Elle dit, fais un homme de toi! Mais il dit, comment tu veux que je fasse ça? Ben, elle dit, tu vas être un homme quand tu vas être capable de prendre les punitions sans pleurer. J'ai dit, OK, essaye-moi pour voir. Elle dit, dans ta chambre. Mais rendu à 13 ans, j'étais tellement un homme, hein. Un après-midi, on était dans la cabane à Beauchamp. C'était un gars qui restait en arrière dans la rue chez nous, dans la même rue, mais en arrière de chez nous. Puis,
Son grand-père avait fait une belle cabane dans le cours. 2 jours dans cette cabane-là, on apprenait plus que 6 mois à l'école, tu sais. Tu sais, l'éducation sexuelle, par exemple. Parle pas de ça. Fait que t'arrives, tu sais pas quoi faire avec ça, toi. Ça sort de partout. Tu sais pas quoi faire avec ça. Fait que finalement, notre éducation sexuelle se fait bien plus dans la cabane avec tes chums, alors que j'ai l'impression, et là, je parle en tant que gars, je ne connais pas tout, que les filles, eux autres, ils ont fait ce chemin-là avant nous. Qu'à un moment donné, parce que la féminité arrive, parce que les changements hormonaux, parce que les menstruations, tout ça, ils ont trouvé à parler avec leur mère, avec d'autres. Ils ont trouvé à parler de ça. Alors que nous autres, arrange-toi, puis découvrir par toi-même, tu sais, ce qui se passe. Il s'en passe des affaires. Il s'en passe des affaires, puis quand tu le sais pas, tu t'attends longtemps. Ça fait qu'un après-midi, tu sais, on était dans la cabane à Beauchamp, puis on venait juste de finir de jouer après la petite voisine. J'ai dit, les gars, regardez-moi. Je crois que je deviens un homme. Et là, il dit, monte donc voir. Puis ce que je te montre. Ben, dis ton paquet. Il dit, ouais, non, montre pas mon paquet à personne, moi. Quel paquet tu veux que je te montre? Ben, dis ton paquet de cigarettes. Il dit, quel rapport il y a entre un paquet de cigarettes et un homme? Ben, il dit, tu peux pas être un homme si tu fumes pas? J'ai dit, arrête donc. Il dit, pas toi. Pour être un homme, faut que tu fumes. J'ai dit, mon père fume pas. Il dit, c'est ça, je te dis. J'ai dit, c'est pas ça que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit que pour être un homme, faut être capable de prendre les punitions sans pleurer. Ben, il dit, qu'est-ce qu'elle connaît des hommes, ta mère? Ben, j'ai dit, elle a marié mon père. Il dit, c'est ça, je te dis. Je me rappelle d'une époque où la cigarette, pour moi, c'était pas important. C'était pas ça qui faisait devenir un homme. Oui, la première blonde, le premier French. Puis le premier French, je m'en rappelle. Ah, je me rappelle sur terre. Tu fais un saut, tu regardes ça. Puis c'est... Oh. C'est agréable. Lise Pelletier. Ça fait que là, pendant 1 an et demi, j'ai oublié ça, l'affaire d'être un homme, tu sais. Puis un après-midi, je tourne un coin de rue, il y a 4 gars qui me sautent dessus, ils me sac à une volée. Fait que quand j'arrive chez nous, j'avais un œil fermé, je saignais du nez, mon père travaillait pas ce jour-là, je rentre dans la maison, il dit, qu'est-ce que t'as? Puis oui, tu moi-même, oui. Les maudits grands, le monde il m'a donné une poisson. Ben, voyons, innocent. Quand est-ce que tu vas faire un homme de toi? Ben, je lui dis, moi, je voudrais bien, c'est toi qui veux pas que je filme. Mon père dit pas ça, et pas. Tu vas être un homme quand tu vas être capable de te défendre. Ben, je lui dis, je sais pas, moi, comment je m'ai jamais battu, moi. Ben, il dit, m'a fait le montrer, moi, comment Blake m'a montré comment me défendre, comment me battre. Mais je lui dis, c'est parce qu'il était plus grand que moi. Ben, c'est bien simple. S'ils sont plus grands que toi, frappe le premier. J'ai dit, tu fous, ils vont me tuer après. Il dit, ben non, et pas. Tu frappes, mais t'arrêtes pas. Il dit, tu vas me jurer que tu te laisseras plus frapper par personne. J'ai dit, non, pas me laisserai plus frapper par personne. Il dit, tu vas me jurer que quelque grand gars qui soit qui que ce soit dans le monde, il n'y a plus personne qui va te frapper. J'ai dit, non, pas. Je suis un homme. Un être humain, c'est complet, puis il n'y a rien qui me fait plus chier que de voir les gars représentés comme des bûcherons sauvages qui boivent de la bière puis qui écoutent le hockey en trippant, puis ouais, pédiaïe. Un gars n'est pas que testostérone. Il est ça aussi. Ça, je reviendrai... Ça, pour moi, c'est très clair. Un gars est aussi ça. Un gars est aussi une brute épaisse qui ressort de la grotte. Moi, je veux que ça soit ça. J'aime l'agressivité du gars, j'aime la testostérone des hommes, j'aime notre virilité, j'aime notre façon d'affirmer notre force, j'aime la façon dont on déploie notre force dans certains enjeux. Mais je veux qu'un gars soit aussi capable d'intelligence puis de sensibilité, puis capable de motricité fine. Là, quand je suis revenu de l'école l'après-midi, là, j'étais un homme, tu sais, je m'étais gonflé toute l'après-midi. Je suis revenu de l'école, je me cherchais des gars pour me battre, tu sais. J'avais juste 14 ans, puis je barbais des grands de 7-8 ans, tu sais. Je disais, ouais. Tu peux? Là, je suis monté sur la galerie chez nous. Mais ma mère m'avait vu faire. Fait qu'à ce moment, je suis chicané, mais j'étais trop un homme pour me laisser faire. J'ai dit, toi, la mère. Femme-là.
Écrase! Elle dit, mon grand parlant, tu vas voir que même si t'as 14 ans, je suis encore ta main. Elle vient de me frapper, je perds pas de temps. Oh! Tu descends ça sur le menton. Elle dit, ni excusez-moi, pardon, ni bonjour, bonsoir, elle s'étend tout son long. C'est important, je m'en vais me cacher dans la chambre. Mon père, il dit, va te tuer! Là, j'ai été me cacher en arrière de la porte. Mon père, je le sais que t'es caché en arrière de la porte. Il savait, mais ce qu'il savait pas, c'est que je t'ai caché avec le batte de baseball. Quand il rentre dans la maison, il vient de me frapper, je perds pas de temps. Patang, patang, je descends dans les jambes, il roule sur le côté, puis il gesticulait. Fait que moi, je lui frappais sa tête pour qu'il arrête de grouiller. À ce moment-là, ma mère a pris la connaissance, elle m'a poigné en arrière des oreilles avec la pelle à sa pompe, c'est que très gros à côté de la fenêtre. Oh! Ça a été une des dernières fois que j'ai essayé d'être un homme. Moi, mon père, quand il me parle de son enfance, là, puis tout ça, ça me fait vraiment penser à je veux être un homme. D'ailleurs, je suis né, il avait 12 ans. Tu sais, puis il se battait. C'était un bagarreur, c'était un batailleur, puis il se valorisait là-dedans. C'est typique d'une certaine génération. Mais ça correspondait à une réalité, là. Avoir une maîtresse, savoir se battre, prendre un coup puis rester sur ses deux jambes. Ça aussi, c'est des valeurs viriles d'hommes. Ma femme va redescendre dans la cuisine, écoute, il faut que je te parle. Ben, je dis pas le moi chaud. Elle dit, je veux que tu fasses un homme de toi. Mais moi, ça faisait tellement longtemps que je suis tout mélangé, je me lève, j'ai dit, veux-tu que je fume ou que je te plante? Elle dit, pas ça être un homme, mes pères. Elle dit, tu vas être un homme quand tu vas être capable d'arrêter de boire. Oh, ben, j'ai dit, attends, là, wow. Je bois presque pas. Non, tu sais, je suis comme tout le monde, j'aime ça prendre un verre ou 12. Non, une certaine faiblesse, je suis pas capable de poser devant ta vente sans l'entrée, puis entre chez nous puis où je travaille, il y en a 28. Les hommes, à cette époque-là, perdaient sur beaucoup de fronts. Là. Ils perdaient au niveau économique parce que les manufactures, les entreprises québécoises étaient dirigées par des anglophones ou des Américains. Donc, ils avaient un rôle de subordonné dans leur travail. Et dans la famille, vis-à-vis des enfants, ils avaient aussi, en quelque sorte, un rôle subordonné. À cette époque-là, tu travaillais comme un chien quand tu étais un homme. Eh bien, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu sortais du chenil? Eh bien, tu voulais prendre un coup. Alors, c'est là que tu arrêtais dans les 18 tavernes dont Yvon parle. Je dis à ma femme, t'as raison, faut que je fasse un homme de moi. Je dis, regarde-moi. Je suis un homme. Et je vais te le prouver immédiatement, je m'en vais travailler. Je ne bois plus. Ah, tu te crois pas? Je dis, crois-moi. C'est mieux pour toi. Ben, je suis parti comme un homme. Mais à la première taverne, je vais rentrer. Non, mais pas par faiblesse. Je vais rentrer parce qu'il fallait bien que je rentre, parce que mes chums étaient là. Il fallait toujours bien que je rentre pour leur dire que je rentrerai pas. Mais eux autres, ils savaient pas que je rentrerai pas. Ils m'avaient déjà fait verser mes 12 drafts. J'ai dit, t'as beau être un homme, il faut savoir vivre quand même. Fait que je les ai bu. En les buvant, j'ai dit, faut que je leur annonce que je bois plus. C'était une culture dans les années 70 et avant. La taverne, c'était le lieu où les hommes se rassemblaient pour prendre une bière. Ils étaient loin de la famille, loin de la femme qui chiale, loin des enfants qui braillent. C'est ça. Là. Et il y en avait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tavernes. Il y en avait, écoute, là, moi, dans Chalaga Maisonneuve, il y avait des tavernes. Là. Il y avait plus de tavernes que de dépanneurs. Ah, et tu peux pas parler de ce milieu-là sans parler de l'alcoolisme. C'est impossible. Puis les tavernes, évidemment, qui étaient, tu sais, hey, pas de femmes. On peut pas s'imaginer ça, mais c'est pas imaginable maintenant. Tu sais, puis tout le monde se ramassait là, puis c'est rien, ça, un peu avant, il y avait des crachoirs partout dans les tavernes, tu comprends? Alors, les gars bougeaient, ils fumaient, après, crachaient, les crachoirs s'empilaient, la morve, là, c'est pas idée. J'ai dit, les gars, je ferai pas les autres tavernes avec vous autres. Je bois plus. Je suis parti comme un homme. Mais d'un coup, j'ai vu venir l'autre taverne. On aurait dit que plus que j'approchais, plus que le trottoir rétrécissait. Quand j'ai passé devant la taverne, elle a tout fait pour que je rentre, elle s'est faite à la porte toute. J'ai dit non, je rentre pas, je suis un homme.
Mais je suis pas rentré. Et j'étais assez fier de moi. J'ai dit, toi, t'es un homme. Ça vaut une bière. Là, je suis retourné. Je pense que ça a pas mal changé aujourd'hui parce que l'important, c'est plus vraiment d'être un homme, mais d'être quelqu'un. Et être quelqu'un, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, là. Dans le sens où faut que tu arrives à te distinguer par rapport aux autres. Les études, c'est un moyen de devenir quelqu'un, d'avoir une bonne job. Je sais pas comment c'était à cette époque-là, mais peut-être juste quand t'avais une job, que t'étais un homme, que t'étais viril, ça pouvait peut-être suffire là, pour s'accepter ou vivre correctement avec soi. Mais aujourd'hui, montrer que t'es quelqu'un, c'est autrement plus complexe. Pas capable de voir un bébé en peinture, je m'en vais voir. Un soir, je regardais ma télévision, ma femme est passée devant moi pour aller s'asseoir, j'ai eu comme un pressentiment. Il me semblait qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, ouais, t'engraisses, la chose? C'est le temps que tu suives un régime? Ah, il n'y a pas de régime qui va arranger ça. Quand le bébé va être au monde, tout va être parfait. J'ai dit, je t'ai dit, je voulais pas d'enfant! Elle dit, crie, fais ce que tu voudras, dans un mois, tu seras papa. À l'époque, les pères étaient très peu impliqués dans le fait de devenir père, en fait. C'était les mères qui décidaient du moment de leur grossesse, ou en tout cas qui décidaient qu'elles voulaient garder leur enfant. Les hommes étaient très peu au courant de la réalité d'un bébé, d'un nourrisson. Et puis aussi, ils pensent pas qu'ils doivent participer aux soins à l'enfant, là. Pas dit qu'elle va dormir pendant un mois tellement ça m'a énervé. Pendant un mois, j'ai pas réussi à fermer l'œil une seconde. Un matin, je me réveille. Le lit était tout mouillé. J'ai dit à ma femme, dis-moi pas que le bébé commence à faire des siennes avant de venir au monde. Oui. Elle dit, non, vite, mes os ont crevé, j'accouche, je viens de conduire à l'hôpital, J'ai dit, hey, lâche-moi, il est 5h30 le dimanche matin, le seul matin que je peux dormir. J'ai dit, tiens-toi, serre les jambes. Je suis pas capable. Je suis pas capable de prendre un taxi, moi, il doit rejoindre à midi, c'est tout. Les hommes qui étaient dans la salle et qui se reconnaissaient dans le personnage au premier degré, je sais pas comment ils se sentaient. Peut-être qu'ils riaient parce qu'ils comprenaient pas qu'il y avait deuxième degré. Mais c'est clair qu'il y a un message qui est envoyé, là. Le monde a changé, la société a évolué. Pas toi, tu sais. C'est ce qui fait qu'on rit d'ailleurs du personnage. Il y a comme un écart, un décalage. Et ça a peut-être aidé à une prise de conscience. Peut-être. Heureusement, dans l'hôpital, ils nous ont mis d'une salle de travail qui appelle comme une petite chambre, il y a un lit là-dedans, tu sais. J'ai pu me recoucher. Non, ben c'est pas mieux, ma femme était assise en chaise à côté, puis elle se plaignait tellement. J'ai jamais été capable de me rendormir. Et puis l'accouchement était rough, j'ai perdu connaissance 4 fois. Ma femme, elle, à la bain, avait suivi les cours prénataux, tu sais, tout ça. Fait qu'elle m'encourageait, elle m'épongeait le front, elle m'aidait à respirer, ça. D'un coup, le bébé sort, un vrai ballon de football. Fait que là, il ramasse le bébé, il dit, c'est une fille, regardez ça, c'est belle. Je regarde le bébé, j'ai dit, yeah. Ma femme m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, gars pas, Milou, gars pas. Le docteur, j'ai dit, excusez-la, c'est son premier, pas le tour. Vous pouvez jeter ça, il sera de faire mieux la prochaine fois. Il a parlé du désarroi des hommes qui deviennent pères, au sens où il a mis en personnage un homme qui était complètement perdu devant un bébé, là, qui avait aucune idée de ce qu'il fallait faire. À un moment donné, le docteur, il dit à moi demain, il dit, avez-vous de l'aide à la maison? J'ai dit, non, mais ma femme revient, là, ça va être correct. Et il dit, si vous n'avez pas d'aide, vous donnerez les boires de nuit. J'ai dit, ça boit la nuit, ça? Ah, il dit 2 fois à peu près. J'ai arrêté là, il dit, ben oui, ça boit à peu près aux 4 heures, ça. J'ai aux 4 heures. Parce que je travaille le jour. Et il dit, justement, vous n'êtes pas là le jour, vous le ferez la nuit. J'ai dit, quand est-ce qu'on dort? J'ai dit, quand? J'ai dit, parfait, aux 4 heures. Ben, j'ai dit, OK, ça vaut qu'est-ce qu'on va faire? Je me couche à minuit d'habitude, parce que je donnerai un bois à minuit. Comme ça, je me coucherai à minuit 10, c'est tout. Après, je me relèverai à 4 heures, je me couche à 4h10. Bon, tout va être parfait. Hey, on l'a tué, le bébé, là, dessus, là. Hey, nous autres, on en a pogné une épaisse. Ah, débile, là. Cet enfant-là est assez débile. On était pas rendu à la maison, on se rappelait déjà plus les heures qu'on avait parlé, je crois. Hey, elle se réveille 2h20. Je t'appogne, je la plante devant le cadran. J'ai dit, la petite aiguille sur le 4.
Ils doivent apprendre tout. Mais ils doivent apprendre... ce qui leur manque aussi, c'est l'expérience. Les filles qui vont avoir un enfant ont souvent de l'expérience comme gardiennes, ont été plus sensibilisées au fait de prendre soin des autres. Souvent, c'est la mère, c'est leur conjointe qui va leur servir de coach pour devenir père avec tout ce que ça implique. Puis, encore aujourd'hui, les femmes ont un petit peu de difficulté à laisser faire les hommes comme ils veulent avec les enfants. Donc, c'est oui, aide-moi, mais comme moi, je le décide. À une certaine époque, on a viré homme rose. On est passé du macho à l'homme rose. OK, on se met un tablier, puis on fait de la vaisselle, puis on fait des affaires de filles. OK. Moi, j'aurais tendance à dire, mets pas de genre à ces tâches-là, puis fais-les à ta manière de gars. Comment un gars fait de la vaisselle, comment un gars fait la cuisine, comment un gars fait ça. C'est pas une affaire de fille, c'est une affaire que t'as à faire, point. Nous autres, on a trouvé notre façon de le faire. Puis on va le faire d'une autre façon. En fait, on chiale beaucoup, mais c'est pas si grave que ça, tu sais. Faut se lever la nuit, mais ça dure pas des mois. Ben, ça dure des mois, mais pas des années, tu sais. En fait, on sait pas combien de temps ça dure. Chaque bébé, c'est différent. Quand le bébé se met à manger, il dort la nuit, c'est tout, tu sais. Non, c'est pas tout. Quand ils se mettent à manger, ils se mettent à éliminer. Elle le croyait pas. Un petit bout de long de main. Tu lui donnes 2 petites cuillerées de pablum par un bout. Ce qui ressort à l'autre bout. Vous savez, ça prend du temps à une société avant de changer les valeurs profondes, ce que nos parents nous ont transmis comme qu'est-ce qui est important. Et les hommes et les femmes pensent encore aujourd'hui que c'est les mères qui sont les plus compétentes à prendre soin des enfants. C'est pour ça que même encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mères qui obtiennent la garde des enfants. Mais on le démontre dans les recherches, les pères sont aussi compétents que les mères. Et dans la tête des gens, c'est pas nécessairement encore le cas. Être père aujourd'hui, c'est très différent qu'être père dans les années 40, 50. Puis c'est tant mieux, parce que s'il y a un endroit où on doit être présent, c'est là. Je trouve qu'un des grands malaises des gars aujourd'hui, c'est d'avoir laissé ce terrain-là d'influence, d'avoir laissé la cuisine comme territoire politique. Il faut qu'on occupe ce territoire-là. Il faut qu'on soit là, les pères. Pour être des vrais pères, pour être des vrais hommes, je te dirais. Pour être des vrais hommes, il faut qu'on y soit. Il y a un bout de chemin aussi qui doit être fait par les hommes eux-mêmes. Quand on regarde les personnes qui défendent le droit des enfants, quand on regarde les enseignants, quand on regarde ceux qui travaillent dans les services sociaux auprès des enfants, ceux qui sont encore très présents dans la vie des enfants, ce sont des femmes. Et ceux qui défendent les droits des enfants, c'est encore des coalitions de femmes. Et donc, peut-être que le jour où les hommes seront assez nombreux pour descendre dans la rue pour aller défendre le droit des enfants et dire notre rôle, c'est pas juste d'aider la femme, mais aussi d'être présent pour le bien des enfants à tous les niveaux, y compris au niveau politique. Ben, il y aura à ce moment-là un engagement qui sera plus complet encore. À 21 ans, jeune journaliste, Jean-Guillaume sent le besoin de jouer un rôle signifiant dans la vie d'un jeune et se porte volontaire auprès de l'Association des grands frères et grandes sœurs. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'il y ait un enfant qui n'ait pas de modèle masculin, qui se trouve un modèle masculin dans une gang de rue, ou justement des mauvais modèles masculins. Ça fait 6 ans et demi que je suis jumelé avec Emmanuel. Il y avait 10 ans à l'époque, il y en a 16 ans et demi aujourd'hui. Et notre jumelage, parrainé par l'organisme, va se terminer quand il y aura 18 ans. Mais bien sûr, après ça, nous, on peut continuer à se voir. S'il peut jouer un rôle positif dans la vie d'un jeune, Jean-Guillaume se dit qu'il peut aussi le faire pour plusieurs. Il abandonne sa carrière en journalisme et retourne sur les bancs d'école pour devenir professeur au primaire. Des profs en enseignement au primaire masculin, il n'y en a pas beaucoup.
Moi-même, j'en ai juste seulement eu un. Et puis, ça a été une figure marquante pour moi. Donc, imaginez, là, s'il pouvait en avoir un peu plus, là, comment ça serait... Je pense que ça serait vraiment bien pour les jeunes garçons, là, à l'école. On l'appelait de même parce que si on l'aurait appelé Mémé, il serait choqué. Pépé, lui, il se trouvait à être le père de mon père. Et puis, il restait chez nous parce que il avait cassé maison quand Mémé a levé les pattes. Et puis, comme mon père disait, il dit des fois, il est bien achalant, mais tant que je serai en vie, il sera pas dit que mon vieux père va moisir à l'hospice. C'est drôle, quand tu parles des vieux, ça me touche plus. Je me sens plus concerné. Je sais pas pourquoi. Bon. Je regardais des portraits de ma mère. Moi, je ne l'avais pas connue parce qu'elle était morte trop jeune. Et puis, je regardais des portraits de ma mère, puis je disais à Pépé, Pépé, je comprends pas que ma mère ait marié un vieux comme vous. Oh, ben là, ça le choquait. Puis tu sais, comme il faisait de l'abs, quand il choquait, là, il toussait, puis tu sais, puis il venait bleu, puis on avait bien du fun avec. Les vieux de l'époque d'Yvon n'étaient pas les vieux d'aujourd'hui. Et n'étaient pas traités non plus de la même manière qu'on pourrait idéaliser maintenant. Les petits vieux dans les campagnes, Mémère ou Pépère, étaient souvent dans le coin de la cuisine. Les enfants venaient jouer, les dérangeaient, touchaient « Aïe, mon rhumatisme! » Et puis là, bon, elle se plaint encore, elle. Le monde était très rude pour les petits vieux et les petites vieilles. On les gardait jusqu'à ce qu'ils meurent. On les plaçait pas. Mais Chris, ils étaient un meuble inutile. On leur donnait pas des fois tout le manger mou qu'ils voulaient. Parce qu'il y avait des enfants à nourrir. Il parlait tout le temps du bon vieux temps. Il disait « dans le temps. » Il disait « Pépé, parlez de dans le temps, parce que dans ce temps-là, vous étiez capable de faire quelque chose, puis là, vous êtes plus bon à rien, c'est tout. » Non, c'est vrai, il était bien smart, mais nous autres, là, il nous servait plus à grand-chose. Il était vieux, là, ça n'a pas de bon sens, cet homme-là. Il était paralysé d'un côté, puis il shakeait de même, puis il était plus beau à voir. À cette époque-là, en 70 et en 60 encore plus, et en 50 encore plus, les vieux étaient véritablement vieux. Ils étaient presque tous sourds comme des pots, quasiment tous aveugles, quasiment tous perclus de rhumatisme à ne pas pouvoir marcher, et ça à partir de 70 ans. On a dit qu'il se retenait. Il voulait pas partir. Ça, c'est drôle, les vieux, des fois, hein? Ils s'accrochent. On sait pas pourquoi. Moi, j'ai mon cousin de 61 ans, m'a posé quelque chose. Il vit dans une petite chambre au centre-ville. Pourquoi il vit dans une petite chambre au centre-ville, mon cousin de 61 ans? Parce que son vieux père de 89 ans vit encore dans sa maison. Et pourquoi son vieux père de 89 ans vit encore dans sa maison? C'est parce qu'il y a 6 ans, ils ont fait 4 pontages, ils ont changé les valves, ils ont changé l'huile, ils ont vralé au complet, prochain check-up 110. Alors, moi, je dis que il faut choisir un âge, là, mettons 80 ans, OK? Puis à passer cet âge-là, on dépense plus après ça. Non, 80 ans, t'es tag. Passez tag. Non! Moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui parlent des aînés puis qu'ils sont maltraités pour qu'on les traite de mieux en mieux. En même temps, il y a des choix à faire dans une société. On n'est pas des... Le gouvernement n'est pas un gouvernement de milliardaires. Et donc, il y a des choix à faire et qui sont des fois très, très pénibles. Qu'on respecte, cependant, les gens âgés, les aînés, ben, je pense que c'est juste, c'est intelligent. À un moment donné, il y en a un des trois, il dit « Excusez-nous, il dit, vous savez, nous avons perdu notre dignité. » Je savais pas que c'est ça que ça s'entend, franchement. Il dit « C'est dur d'être vieux. » Il dit « Parlez-moi-en pas, vive l'infarctus. »
Dis-moi, monsieur, je pesais 200 livres, je suis 6 pieds 3. Si je suis rendu, je pèse 80 livres. J'aimerais pas que mes enfants me voient comme ça. Ah, ça vous comprend. Moi, je suis même pas parent, même pas ça vous voir. En fait, c'est que l'humour, ça dédramatise les situations aussi. Ça nous permet d'avoir un peu de recul puis de mieux vivre avec certaines situations. Là. Dans les camps de concentration, les Juifs, ils jouaient du Molière. C'était quoi sinon de changer les idées, de sortir un peu de ça, de l'espace d'un instant, de rigoler. C'est ça que ça sert, le rire aussi. Ça sert à mieux vivre, en fait, avec l'absurdité de notre existence. Puis l'humoriste nous aide, en fait, à traverser la vie, là. Quand tu finis ton spectacle puis qu'il y a des gens qui viennent te voir puis tu dis « Hey, faites du bien aujourd'hui. » Rire, là, c'est vrai que ça fait du bien. T'oublies tes problèmes pendant 2 heures. Puis tu fais « Ah, ça m'a fait du bien. J'ai évacué, j'ai oublié mes petits problèmes du quotidien pendant un bout de temps. Puis après ça, ça va peut-être m'aider à passer à travers. » Le troisième, il dit, de toute façon, ils se plaignent pour des rien, eux autres. Dis-moi, monsieur, j'ai tout perdu le contrôle de tout. Oui, des autres aussi. Ouais, mais dis-moi, c'est plus pire parce que je suis régulier comme un horloge. Tu comment ça? Ben, dis-moi, monsieur, le matin, veut pas, à 7 heures, ma vessie se vide. C'est comme les chutes du Niagara. À 7h05, veut pas, mes intestins se vident. C'est comme un volcan en éruption. Bon, est-ce que vous avez à vous plaindre? Il dit, me lève juste à 8 heures. J'ai l'impression que tu peux te retrouver à plein d'époques de ta vie dans l'œuvre d'Yvon parce que t'as déjà été ce petit gars-là qui jouait dans Ruelle. T'as déjà été ce gars-là qui faisait du mal à la petite fille. T'as déjà été ce gars-là qui a pas respecté sa blonde d'une façon ou qui a mal compris d'autres choses ou qui a été exploité par son boss ou qui laisse tomber ses parents. T'as déjà été ce gars-là. C'est ce que j'aimerais le plus être dans le monde, mais on va le dire, c'est un homme. Mais un vrai. Pas comme les hommes qui essaient d'asseoir, là. Un vrai homme. Ça, c'est un homme que tu peux lui demander n'importe quoi. Il va toujours être assez homme pour dire non. Oui, un vrai homme, c'est un homme qui est capable de prendre des décisions rapidement. C'est un homme qui peut décider, qui peut juger de n'importe quelle situation, même sans savoir de quoi ce qu'il parle. Puis en fait, c'est mieux qu'il ne sache pas de quoi il parle. Parce que s'il sait, il ne pourra pas prendre des décisions aussi draconiennes, tu sais. Il va branler dans le manche, il va être mémé, puis tant qu'être mémé, c'est aussi bien d'être une femme. Maintenant, on demande aux hommes de faire l'acquisition de caractéristiques qui étaient autrefois associées au rôle féminin. Oui, ça complexifie les rôles des hommes et des femmes, des garçons, des filles, des pères, des mères. Mais c'est comme ça, d'après moi, qu'on va s'enrichir. C'est comme ça qu'on va devenir des êtres plus complets qui font appel à la fois à leur côté masculin et féminin, ce qu'on possède tous. Pour moi, un gars, c'est autant Georges Saint-Pierre que Régent Charme. Puis pour moi, un gars, c'est complexe et ça doit l'être, puis ça doit être montré dans toute sa richesse, et non pas juste dans sa version unidimensionnelle. C'est ça qu'il faut qu'on dise aussi à nos gars. Mais vous êtes bien plus brillants que ça, vous êtes bien plus hot que ça. Les gars, on est dans un flou pour définir un nouveau modèle, un modèle qui soit inspirant, un modèle qui soit le fun, puis qui puisse aller nous chercher puis nous motiver. Non, mais je sais que c'est difficile de croire dans les humains. Moi, je dirais que c'est très difficile, mais moi, vous donner un truc. Pour commencer, pour s'habituer à croire dans les humains, ça veut dire quoi? Tu te prends une idole. Là, tu crois dans ton idole. Tu sais, quelqu'un d'extraordinaire, de merveilleux, de rare, là. Tu sais, comme, je sais pas, moi, un monologue, quelque chose, c'est quelque chose de rare. Puis là, après que tu crois dans un être extraordinaire, là, tu peux descendre et croire dans des êtres ordinaires. Un modèle, ce n'est pas un super-héros. Ça n'a pas besoin de pouvoir extraordinaire. Un modèle, c'est quelqu'un qui choisit d'agir,
de servir à quelque chose au lieu de subir, et qui nous rappelle que non seulement on est responsable de notre vie, mais aussi que c'est à la portée de chacun d'en faire une grande œuvre. T'as vu la grosse voiture qu'on va louer? Ah ouais. Bon, ben c'est parti. Ben en fait, je lui ai demandé à Emmanuel qu'est-ce que tu veux faire, qu'il nous sortirait un peu de nos activités qu'on fait d'habitude. Il a réfléchi 15 secondes, puis il m'a dit « Je veux aller voir les plaines d'Abraham à Québec. » Emmanuel n'est pas sorti beaucoup de Montréal, hein. Donc ce qu'il va voir là-bas, là, ça va être extrêmement différent là, de son train-train quotidien. Pour moi, Jean-Guillaume, c'est un mélange de père et frère. Plus frère parce qu'il n'y a pas le rôle d'autorité d'un père, mais moi, personnellement, je le considère comme le père que j'ai jamais eu, disons, mais... Moi, ma relation avec Emmanuel, elle est très simple. C'est d'être là pour lui, de l'écouter et de ne pas le juger. Tout simplement. Ben, je pense qu'on y est. Ouais, je pense aussi. Il y a 2 semaines, 3 semaines que je t'ai dit je veux voir ça. Ouais. C'est bon. Là, on va aller voir. On se fait un scénario, tu sais, on se dit je serais peut-être un modèle positif pour Emmanuel et tout ça. Mais après ça, quand je le vois dans sa vie, encore une fois, on peut pas prévoir quel impact on va avoir. Puis je me dis, ben non, Emmanuel ne suit pas mes traces. Je sais pas de quelle manière je l'influence. Donc ça reste, pour moi, ça reste un grand mystère. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on laisse au monde? Est-ce qu'Yvon se doutait que son œuvre allait marquer comme ça? Que ses répliques deviendraient des slogans? Était-il conscient qu'il ferait partie de la vie d'autant d'hommes québécois? J'avais 6 ans, j'étais au Nouveau-Brunswick, puis j'ai découvert une cassette 8 pistes. J'étais dans l'auto, puis j'attendais mon père qui était parti faire une commission, puis je jouais dans ces cassettes 8 pistes, puis j'ai tombé sur cette cassette-là avec un monsieur avec un micro. Puis moi, je savais même pas c'était qui Yvon Deschamps, je pensais qu'il chantait. Fait que j'ai écouté ça, parce que j'écoutais toutes les cassettes, puis je dis, je vais voir qu'est-ce qu'il chante, lui. Et je suis tombé sur Yvon Deschamps, puis je suis tombé en amour avec l'individu, avec le métier aussi. Puis si ça influence notre vie plus tard, ben probablement que oui, parce que c'est ce qui a fait en sorte que je fais probablement ce métier-là à cause d'une cassette 8 pistes, puis j'avais 7 ans, 6 ans, à cause d'Yvon. Ma femme se réveille, elle arrive dans la cuisine, elle dit « Tu vas tuer! » Parce que je la tenais par la couche, puis elle pendait Je pense qu'il a interpellé les hommes. Et s'ils ont pu le prendre au second degré, ils se sont aperçus qu'il y avait peut-être des choses sur lesquelles ils pouvaient changer. Quand ils sont petits, ils ont l'air intelligents. Ça, c'est un truc que la nature a trouvé. Faut pas que tu les étouffes quand ils sont petits. Parce que si à 4 ans, ils étaient comme à 14, ils se rendraient pas. Je pense qu'en tant qu'homme, il y a tout ça à l'intérieur de nous autres. Tout ce dont Yvon parle, on l'a à l'intérieur de nous. Souvent, on le cache. Très bien, d'autres fois, non. Puis la plupart du temps, on comprend pas trop, mais il faut le comprendre, puis Yvon nous le met d'en face. Puis tant mieux, puis merci, Yvon, de parler des choses de gars, comme ça, de cette façon-là, parce que je pense que ça nous provoque une réflexion, puis je pense que si on était capable, nous aussi, d'aller explorer ces travers-là, on grandirait beaucoup. Aujourd'hui, après ces 40 ans de monologue, si le petit gars de Saint-Henri a réalisé quelques-uns de ses rêves, il en a certainement inspiré bien d'autres. On le surnomme le père des humoristes. On a tous l'impression qu'il fait partie de la famille. Sa cote d'amour est imbattable. Pourquoi? Parce que je suis tanné. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces 40 années de monologues et ces millions d'éclats de rire?
Hey, la peur m'a pogné à 12 ans et demi, moi. C'est grave! Et si c'était nous, ces rires? Si c'était nos craintes, nos peurs, nos questionnements, notre histoire qui résonnait derrière chacune de ces blagues, encore aujourd'hui? C'est pour dire des niaiseries. Et si, à travers son œuvre, on pouvait comprendre un peu plus qui on a été et qui on est devenu? Et tu as très beau bébé, il y a des gens qui donnent cher pour avoir des bébés de même. J'ai dit oui. Je lui montre quelques noms quelques adresses, on s'y ramasse. J'ai comme l'impression que c'est lui qui a inventé ça au Québec. T'sais. Il a défriché ça au canif. Il nous a fait une belle trail. Un vrai homme, ça c'est un homme que tu peux lui demander n'importe quoi. Il va toujours être assez humble pour dire non. Yvon Deschamps, pour moi, c'est une époque. C'est vraiment des souvenirs précieux. Tellement débrouillard, on va dire qu'il a manqué débrouillard, sa chambre est grande comme ma main. Il n'a pas réussi à trouver le garde-robe encore. Si tu demandes à du monde qui ont un peu la parole facile, ils vont se mettre à raconter toutes sortes d'histoires sur eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous découverts dans les monologues d'Yvon. C'était notre miroir. Ah ben, je lui dis, hey, j'ai pris un coup de vieux. Ah, tu t'aurais dû t'en douter, ce qui est arrivé la nuit passée. Personnellement, pour moi, Yvon Deschamps, c'est l'antagoniste du cynisme ambiant. Et il s'est servi de son humour comme d'un instrument de changement. Nos vieux veulent plus mourir. Puis ils se plaignent toute la journée qu'ils n'aiment pas 5 ans. Bon, qu'ils se fassent une idée. Bon. Pour moi, Yvon Deschamps, c'est un grand humaniste. Un humaniste cassant, un peu provocateur, mais un humaniste quand même. Ça fait des petits changements. Il y a des affaires dans la vingtaine, tu fais 2-3 fois par jour. Dans la soixantaine, tu y penses 2-3 jours avant de les faire. Mais pour moi, les monologues d'Yvon Deschamps, c'est un peu comme de la musique. Ça veut dire, c'est... Je sais pas, Pink Floyd, ça restera bon tout le temps, là. Je suis parti comme un homme. Vous auriez dû me voir aller. Je suis parti pour l'école, je marchais de même. J'avais bien des livres aussi, tu sais. Parce que moi, je bouais pour être un homme. Ben, dis, tu seras jamais un homme en buvant, tu vas être un homme en arrêtant. Au fil des ans et des monologues, il se dégage dans l'œuvre de Deschamps le portrait d'un homme, l'homme québécois, à toutes les grandes étapes de sa vie. Quand tes cheveux blancs, ça parle, d'un coup quelqu'un dit, te rappelles-tu de téléphone? Tu dis non, on rappelle pas. Hey, t'as un toi! C'est en exposant leur part d'ombre, leurs insécurités et leur vulnérabilité que Yvon a contribué à redéfinir c'est quoi un vrai homme. Ce portrait de l'homme québécois, il commence par le portrait d'une enfance. Une enfance passée à Montréal, à l'ombre des shops et de Westmount. À une époque où il est davantage question de survie que de belle vie. Mais pour les jeunes, la pauvreté ambiante est toute relative. Et c'est l'innocence qui les protège souvent de la misère. On était assez bien dans ce cours-là, là. C'est que... On était à bien santé. On était à 62. 62 enfants dans le même cours. Ben, il n'y avait pas que notre famille, hein? Ah non, il y avait 16 logements, ça faisait 16 familles, mais la plupart n'avaient pas d'enfants, tu sais. C'est pour ça qu'on était avec 62. Sans ça, on aurait été une gang. C'est le baby boom, là. Il y a beaucoup d'enfants, ça grouille. Alors, tout le monde est dehors. Les gens sont pas à l'intérieur. Mais c'est pas le château à l'intérieur, là. C'est pas nécessairement c'est pas de place, c'est une proximité. Donc, on va dehors parce que il y a un espace. Les cours, c'était très important. C'était là où on se ramassait pour jouer. Dans le milieu dans lequel il a grandi, dans la société dans laquelle tu vis, fait que tu dépeins un peu ce qui t'entoure. Puis aujourd'hui, je pense qu'on cherche à faire ça aussi. Si le monde s'est autant reconnu dans ce portrait de l'enfance, c'est peut-être justement parce que ce petit gars-là, que Yvon décrit si bien, c'est un peu lui. Ce sont ses peurs, ses craintes, ses joies qu'il nous raconte. Quand j'étais petit, je rêvais souvent à ce que j'allais faire devenu grand. Des fois, je m'imaginais quelque part au sommet, célèbre à tout jamais. C'est ce que je m'imaginais. Des choix, j'en avais, des dizaines de projets. Je rêvais quelquefois au jour où je serais roi. Tout serait merveilleux, je serais le plus généreux. Tous les espoirs nous sont permis quand on est tout petit. 7 ans et demi, la première fois que j'ai essayé de faire un homme de moi, c'est ma mère qui m'avait fait penser à ça. Parce que, elle venait de me donner une volée, tu sais. Puis je broyais naturellement.
Elle dit, fais un homme de toi! Mais il dit, comment tu veux que je fasse ça? Ben, elle dit, tu vas être un homme quand tu vas être capable de prendre les punitions sans pleurer. J'ai dit, OK, essaye-moi pour voir. Elle dit, dans ta chambre. Mais rendu à 13 ans, j'étais tellement un homme, hein. Un après-midi, on était dans la cabane à Beauchamp. C'était un gars qui restait en arrière dans la rue chez nous, la même rue, mais en arrière de chez nous. Puis, son grand-père, il avait fait une belle cabane dans le cours. 2 jours dans cette cabane-là, on apprenait plus que 6 mois à l'école, tu sais. Tu sais, l'éducation sexuelle, par exemple. Parle pas de ça. Fait que, tu sais pas quoi faire avec ça, toi. Ça sort de partout, tu sais pas quoi faire avec ça. Fait que finalement, notre éducation sexuelle se fait bien plus dans la cabane avec tes chums, alors que j'ai l'impression, et là je parle en tant que gars, je ne connais pas tout, que les filles, eux autres, qui ont fait ce chemin-là avant nous. Qu'à un moment donné, parce que la féminité arrive, parce que les changements hormonaux, parce que les menstruations, tout ça, ils ont trouvé à parler avec leur mère, avec d'autres. Ils ont trouvé à parler de tout ça. Alors que nous autres, arrange-toi, puis découvrir par toi-même, tu sais, ce qui se passe. Il s'en passe des affaires. Il s'en passe des affaires, puis quand tu le sais pas, tu t'attends longtemps. Ça fait qu'un après-midi, tu sais, on était dans la cabane à Beauchamp, puis on venait juste de finir de jouer avec la petite voisine. J'ai dit, les gars, regardez-moi. Je crois que je deviens un homme. Et là, il dit, monte donc voir. Puis ce que je veux, je te montre. Ben, dis ton paquet. Il dit, ouais, non, montre pas mon paquet à personne, moi. Quel paquet tu veux que je te montre? Ben, dis ton paquet de cigarettes. Il dit, quel rapport il y a entre un paquet de cigarettes et un homme? Ben, il dit, tu peux pas être un homme si tu fumes pas. J'ai dit, arrête donc. Il dit, pas toi. Pour être un homme, il faut que tu fumes. J'ai dit, mon père fume pas. Il dit, c'est ça, je te dis. J'ai dit, c'est pas ça que ma mère m'a dit. Ma mère m'a dit que pour être un homme, il faut être capable de prendre les punitions sans pleurer. Ben, il dit, qu'est-ce qu'elle connaît des hommes, ta mère? Ben, j'ai dit, elle a marié mon père. Il dit, c'est ça, je te dis. Je me rappelle d'une époque où la cigarette, pour moi, c'était pas important. C'était pas ça qui faisait devenir un homme. Oui, la première blonde, le premier French. Puis le premier French, je m'en rappelle. Ah, je me rappelle sur terre. Tu fais un saut, tu regardes ça. Puis c'est... Oh. C'est agréable. Lise Pelletier. Non, une certaine faiblesse, je suis pas capable de poser devant ta vente sans l'entrée, puis entre chez nous, puis où je travaille, il y en a 28. Les hommes, à cette époque-là, perdaient sur beaucoup de fronts. Là. Ils perdaient au niveau économique parce que les manufactures, les entreprises québécoises étaient dirigées par des anglophones ou des Américains. Donc, ils avaient un rôle de subordonné dans leur travail. Et dans la famille, vis-à-vis des enfants, ils avaient aussi, en quelque sorte, un rôle subordonné. À cette époque-là, tu travaillais comme un chien quand tu étais un homme. Eh bien, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu sortais du chenil? Eh bien, tu voulais prendre un coup. Alors, c'est là que tu arrêtais dans les 18 tavernes dont Yvon parle. J'ai dit à ma femme, t'as raison, faut que je fasse un homme de moi. J'ai dit, regarde-moi. Je suis un homme. Et je vais te le prouver immédiatement, je m'en vais travailler. Je ne bois plus. Ah, tu te crois pas? Je dis, crois-moi. C'est mieux pour toi. Et je suis parti comme un homme. Mais à la première taverne, j'ai rentré. Non, mais pas par faiblesse. J'ai rentré parce qu'il fallait bien que je rentre, parce que mes chums étaient là. Il fallait toujours bien que je rentre pour leur dire que je rentrerai pas. Mais eux autres, ils savaient pas que je rentrerai pas. Ils m'avaient déjà fait verser mes 12 drafts. J'ai dit, t'as beau être un homme, faut savoir vivre quand même. Fait que je les ai bu. En les buvant, j'ai dit, faut que je leur annonce que je bois plus.
C'était une culture dans les années 70 et avant. La taverne, c'était le lieu où les hommes se rassemblaient pour prendre une bière. C'était loin de la famille, loin de la femme qui chiale, loin des enfants qui braillent. C'est ça. Là. Et il y en avait, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de tavernes. Il y en avait, écoute, là, moi, dans Chalaga Maisonneuve, il y avait des tavernes. Là. Il y avait plus de tavernes que de dépanneurs. Ah, et tu peux pas parler de ce milieu-là sans parler de l'alcoolisme. C'est impossible. Puis les tavernes, évidemment, qui étaient, tu sais, hey, pas de femmes. On peut pas s'imaginer ça, mais c'est pas imaginable maintenant. Tu sais, puis tout le monde se ramassait là, puis c'est rien, ça, un peu avant, il y avait des crachoirs partout dans les tavernes, tu comprends? Alors, les gars buvaient, ils fumaient, après, crachaient, les crachoirs s'empilaient, la morve, là, pas idée. J'ai dit, les gars, je ferai pas les autres tavernes avec vous autres. Je bois plus. Je suis parti comme un homme. Mais d'un coup, j'ai vu venir l'autre taverne. On aurait dit que plus que j'approchais, plus que le trottoir rétrécissait. Quand j'ai passé devant la taverne, elle a tout fait pour que je rentre, elle s'est faite aller à la porte toute. J'ai dit non, je rentre pas, j'étais un homme. Mais je suis pas rentré. Et j'étais assez fier de moi, j'ai dit, toi, t'es un homme. Ça vaut une bière, là, je retourne. Je pense que ça a pas mal changé aujourd'hui parce que l'important, c'est plus vraiment d'être un homme, mais d'être quelqu'un. Et être quelqu'un, c'est vraiment beaucoup plus compliqué, là. Dans le sens où tu arrives à te distinguer par rapport aux autres. Les études, c'est un moyen de devenir quelqu'un, d'avoir une bonne job. Je sais pas comment c'était à cette époque-là, mais peut-être juste quand t'avais une job, que t'étais un homme, que t'étais viril, ça pouvait peut-être suffire là, pour s'accepter ou vivre correctement avec soi. Mais aujourd'hui, montrer que t'es quelqu'un, c'est autrement plus complexe. Pas capable de voir un bébé en peinture, je m'en vais. Un soir, je regardais ma télévision, ma femme est passée devant moi pour être assise, j'ai eu comme un pressentiment. Il me semblait qu'elle m'avait caché l'écran plus longtemps en passant. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai dit, ouais, t'engraisses, la chose? C'est le temps que tu viennes. Ça fait que là, pendant un an et demi, j'ai oublié ça, l'affaire d'être un homme, tu sais. Puis un après-midi, je tourne un coin de rue, il y a 4 gars qui me sautent dessus, ils me sacent une volée. Fait que quand j'arrive chez nous, j'avais un œil fermé, je saignais du nez, mon père travaillait pas ce jour-là, je rentre dans la maison, il dit, qu'est-ce que t'as? Mais oui, c'est moi-même, oui. Les maudits grands, il m'a donné le pouce. Ben, voyons, innocent. Quand est-ce que tu vas faire un homme de toi? Ben, je lui dis, moi, je voudrais bien, c'est toi qui veux pas que je filme. Mon père dit pas ça, et pas. Tu vas être un homme quand tu vas être capable de te défendre. Ben, je lui dis, je sais pas, moi, comment je m'ai jamais battu, moi. Ben, il dit, m'a te le montrer, moi, comment il m'a montré comment me défendre, comment me battre. Mais je lui dis, c'est parce qu'il était plus grand que moi. Ben, c'est bien simple. S'ils sont plus grands que toi, frappe le premier. Je lui dis, tu fous, ils vont me tuer après. Il dit, ben non, et pas. Tu frappes, mais t'arrêtes pas. Il dit, tu vas me jurer que tu te laisseras plus frapper par personne. J'ai dit non, pas me laisserai plus frapper par personne. Il dit, tu vas me jurer que quelque grandeur qui soit, qui que ce soit dans le monde, il n'y a plus personne qui va te frapper. Je lui dis non, pas. Je suis un homme. Un être humain, c'est complet, puis il n'y a rien qui me fait plus chier que de voir les gars représentés comme des bûcherons sauvages qui boivent de la bière puis qui écoutent le hockey en trippant, puis un gars n'est pas que testostérone. Il est ça aussi. Ça, je reviendrai... Ça, pour moi, c'est très clair. Un gars est aussi ça. Un gars est aussi une brute épaisse qui ressort de la grotte. Moi, je veux que ça soit ça. J'aime l'agressivité du gars, j'aime la testostérone des hommes, j'aime notre virilité, j'aime notre façon d'affirmer notre force, j'aime la façon dont on déploie notre force dans certains enjeux. Mais je veux qu'un gars soit aussi capable d'intelligence puis de sensibilité, puis capable de motricité fine. Là, quand je suis revenu de l'école l'après-midi, là, j'étais un homme, tu sais, je m'étais gonflé toute l'après-midi. Je suis revenu de l'école, je me cherchais des gars pour me battre, tu sais. J'avais juste 14 ans, puis je barbais des grands de 7-8 ans, tu sais. Je disais, tu peux? Là, je suis monté sur la galerie chez nous. Mais ma mère m'avait vu faire. Fait qu'à ce moment, je suis chicané, mais j'étais trop un homme pour me laisser faire. J'ai dit, toi, la mère. Femme-là. Écrase. Elle dit, mon grand parlant, tu vas voir que même si t'as 14 ans, je suis encore ta main. Elle vient de me frapper, je perds pas de temps. Oh! J'ai dit, qu'est-ce que
mettant ça sur le menton. À dîner, excusez-moi, pardon, dit bonjour, bonsoir, à s'étendre tout son long. Peu important, je m'en vais me cacher dans la chambre, mon père dit, va te tuer! Là, j'ai été me cacher en arrière de la porte. Mon père dit, je le sais que t'es caché en arrière de la porte. Il savait, mais ce qu'il savait pas, c'est que je t'ai caché avec le bat de baseball. Fait qu'il rentre dans la maison, il vient de me frapper, il fait maintenant, j'étais sans des jambes, il roule sur le côté, puis il gesticulait. Fait que moi, lui frappais sa tête pour qu'il arrête de grouiller. À ce moment-là, ma mère a repris la connaissance, elle m'a poigné en arrière des oreilles avec la pelle à sa bombe, c'est que très gros à côté de la fournaise. Oh. Ça a été une des dernières fois que j'ai essayé d'être un homme. Moi, mon père, quand il me parle de son enfance, là, puis tout ça, ça me fait vraiment penser à je veux être un homme. Alors, Chimé, il avait 12 ans, tu sais, puis il se battait. C'était un bagarreur, c'était un batailleur, puis il se valorisait là-dedans. C'est typique d'une certaine génération. Mais ça correspondait à une réalité, là. Avoir une maîtresse, savoir se battre, prendre un coup puis rester sur ses deux jambes. Ça aussi, c'est des valeurs viriles d'hommes. Ma femme bardassa dans la cuisine, écoute, il faut que je te parle. Ben, je dis pas le moi, chaud. Elle dit, je veux que tu fasses un homme de toi. Là, moi, ça faisait tellement longtemps que je suis tout mélangé, je me lève, j'ai dit, veux-tu que je fume ou que je te plante? Elle dit pas ça être un homme, mes pères. Dis-tu être un homme quand tu vas être capable d'arrêter de boire. Oh ben, j'ai dit, attends, là, wow. Je bois presque pas. Non, c'est... Je suis comme tout le monde, j'aime ça prendre un verre ou deux. C'était la ruelle. Et la reine absolue de ce milieu, c'était la maman. Il y avait un cas d'affaires qui nous est dans la cour, c'est que tous les logements, ils se trouvaient à ouais, chacun une porte qui donnait dans la cour, la porte en arrière. Ça faisait 16 portes sur tout le tour de la cour. Et nous autres, les petits gars, on savait qu'en arrière des 16 portes, il y avait 16 murs qui étaient cachés là. Au cas où on a eu du fun, tu sais. C'est peur en crème, ça. Non, mais ça paraît pas, mais 16 murs, ça fait 32 bras, ça. On n'a jamais été trop proche d'une porte parce qu'on savait jamais laquelle qui était pour s'ouvrir, puis pas clair. Celui qui était le plus proche mangeait une de ses mornifs, hein. Elle dit, le petit gars, maman, il est choqué, là, hein? Le petit gars, maman, il pense que maman était bien sévère avec lui, là, hein? Il pense que maman le calme, il pau. C'est rien, ça! Attends, ton père rentre! Il va te tuer! Ce que ça raconte, c'est l'absence des pères dans la vie de ces enfants-là. Alors qu'auparavant, les familles vivaient sur des terres, disons, en milieu rural, où les familles vivaient ensemble quand même à peu près à temps plein. Avec l'industrialisation, ce qui s'est produit, c'est que les rôles entre les pères et les mères se sont nettement dissociés, c'est-à-dire que désormais, l'homme, son rôle, c'était le rôle de pourvoyeur. Et donc, la séparation entre les deux a fait en sorte qu'on s'est retrouvés dans les années 50, peut-être 40, 50, avec un homme qu'on pourrait qualifié de... qui avait un rôle, en tout cas au niveau de la famille, qui avait un rôle vraiment comme plus instrumental, c'est-à-dire ramasser des sous pour les amener à la maison. Bon, moi, après l'école, je travaillais à la grosserie. Mon frère, après l'école, travaillait à la pharmacie. Mon père, allait pas à l'école, travaillait toute la journée. Avec ma mère, travaillait pas. C'est pas de sa faute, elle avait trop d'ouvrages. Ils ont des chants avec d'autres humoristes dans les années 70. C'est vraiment des témoins de leur histoire, des monologues qui représentent vraiment bien son époque. Donc, pour un historien, c'est de la culture, là. C'est merveilleux, là, parce que c'est vraiment des témoignages. Mais comment tracer, même grossièrement, le portrait d'un jeune homme né au Québec dans les années 30, sans parler de la religion? Dieu miséricordieux et pardonne à tous les repenteux. Cet homme a eu le temps de se repentir, car pour se suicider, il a sauté en bas d'un pont, et avant de toucher l'eau, il a eu le temps de dire « Mon Dieu, j'aurais pas dû, glou, glou, glou. » En revenant pas, il y a un tueur de mère, un violeur d'enfants dans le ciel. Et nous autres, on dit qu'il y a l'enfer tous les 20 minutes. Non, c'est vrai, il y en a qui disent que la chair est faible. On vous dit quelque chose, pour un petit gars de 14 ans, la chair n'est pas faible. Pour un petit gars de 14 ans, la chair est dure. Ah, on n'avait pas le droit de rien faire pour la ramollir. J'avais un jésuite au collège, un homme formidable, qui m'enseignait en syntaxe, mais quand il parlait du sein de la Vierge, il rougissait jusqu'aux oreilles.
sais, c'était une morale, donc il fallait que tu suives, sinon t'allais en enfer. Si t'avais pas eu ton extrême onction avant de mourir, c'était mieux d'avoir vécu une vie sainte. Moi, je priais, prévenez-nous de la mort subite. Parce que la mort subite, si tu t'étais masturbé dans l'après-midi, ou dans la soirée, ou 5 semaines, ou 6 mois avant, puis que t'avais pas fait la confesse, t'étais pas allé à la confesse, t'avais pas communié. Depuis 6 mois, tu vivais dans le péché mortel. Si tu mourais pendant la nuit, eh bien, tu allais direct en enfer. Tu passais pas par les limbes. Et le paradis, pour l'éternité. Ben, l'humoriste, je pense que c'est un observateur du quotidien, de ce qui se passe autour de toi. Fait que je pense que c'est Yvon, c'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien dépeint dans